Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je me suis rendu dans un lieu où j'ai visité de nombreuses maisons, toutes faites en pierre, mais j'ai également vu des animaux et encore plein d'autres choses. Et puis, juste après, je me suis rendu au château de Puymartin. Vous allez voir tout ceci dans cette vidéo, alors je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va. Allez, je vois. Oui, on sentit qu'il y avait l'eau. C'est quoi sur le bouquin? Il y a écrit quoi sur le bouquin? Depuis tout à l'heure, ils ont des bouchées. Ils sont en train de boire. Ouais, tu vois, il veut pas qu'on les approche. C'est écrit quoi sur le livre? Ce type de construction existe depuis la nuit des temps, sans pourtant pour avoir en donné l'origine avec précision. Les cabanes du Breuil, la première trace écrite remonte à 1449. Les cabanes du Breuil est un ensemble de bâtiments historiques remarquables, connus pour leur architecture authentique. Ces cabanes, qui donnent leur nom au lieu, sont des exemples impressionnants de l'architecture traditionnelle de la Dordogne. Ces cabanes, construites en pierre locale, sont des petites constructions en forme de chalet typiques de la région. Leurs toits à deux pans sont couverts de tuiles, et leurs murs en pierre offrent une solidité et une esthétique rustique. La construction de ces cabanes remonte à plusieurs siècles et leur style intemporel témoigne de l'ingéniosité des artisans de l'époque. À l'intérieur de ces cabanes, vous trouverez un mélange de simplicité et de charme. Les intérieurs sont souvent décorés de manière minimaliste, mettant en valeur la beauté naturelle de la pierre et du bois. Les poutres en bois apparentes confèrent une atmosphère chaleureuse et traditionnelle. Chaque cabane peut avoir sa propre histoire et son usage spécifique, qu'il s'agisse de résidences, d'espaces de travail ou même de lieux de stockage. Ce qui est particulièrement frappant à l'intérieur des cabanes, c'est la manière dont l'architecture traditionnelle a été préservée. Les murs en pierre épais offrent une isolation naturelle, maintenant une température agréable tout au long de l'année. Les fenêtres sont souvent petites et bien placées pour maximiser l'efficacité énergétique. Tout cela contribue à créer un environnement intérieur unique, à la fois esthétique et fonctionnel. En résumé, les cabanes du Breuil est un lieu où l'architecture traditionnelle de la Dordogne est soigneusement préservée à l'intérieur des cabanes, créant ainsi un environnement authentique et chargé d'histoire. L'exploration de ces bâtiments offre une expérience unique pour les amateurs d'architecture et d'histoire. Prenez les pierres pour construire. Ouais. Couche supérieure, 40 à 70 cm d'épaisseur. C'est grande, papa. Il faut que je te le tienne, ma puce. Quand t'en as besoin, tu me le dis. Ou alors, je peux filmer moi. Là, j'en ai pas besoin. On va où là? La cabane des joueurs, côté privé. Côté privé, les trois forment en fait une architecture unique à l'extérieur. On a l'impression qu'il y a une seule cabane, alors qu'à l'intérieur, il y en a trois différentes. Là, ces trois-là. Là-dedans. Ah là, c'est le 6 plus. Là. Oh, ça c'est joli. Hein. Ça, c'est un vrai fossile. Hein. Ça, il faut filmer. Bah, Viens voir, t'as un lit. Comme ça, on aura des explications. C'est fait, hein. Ouais. C'est bon dedans. Mais tu peux voir.
Et l'eau, du coup, une fois, il s'arrête sur les jambes. Après, c'est la partie. Ah oui, 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 d'accord. Ah bah tu vois, là, ils font voir le village des porcs. Oui, là, regarde. Et puis, ah là, Voilà. Là, c'est le poulailler. Maxime, il a filmé. Ça, c'était pour les grains à maïs. Poulet de canon. Le Robert, en fait, ça a été tourné. C'est pas une partie, une petite partie. Ça a été tourné ici. Après, il y en a, hein. D'Artagnan. En 1963. Ah oui, c'est un village. Les 7 nains là, dans Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 crétins. Quand tu viens en voiture, tu les vois au milieu des champs. Un papa. Eh, c'est la cabane des nains de jardin, ça. Ouais, c'est celle qu'on voit dans les champs, c'est ça. C'était quoi l'autre? Celle-là là-bas, c'est celle-là. C'était quoi l'autre alors? C'était quoi l'autre cabane alors? Je sais pas, c'était une qui était une petite en plus. Il doit avoir chaud. C'est quoi charrue ça? Sert à labourer la terre. Herse canonnier. C'est les... Ils peuvent sortir comme ils veulent, hein. Ah ouais, c'est les bébés poussins. Mais ils sortent pas parce qu'il y a à boire et à manger. Les bourris. Ah ouais, on progresse. Et regarde, il y en a de là jusqu'au sud. Et ça passe par Gordes. Ouais. regarde, ils sont tous dehors là-bas, ils sont tous là-bas. Il va pas.
partie. Oh, il y a des poussins. Un chenillard. Voilà. C'est tout noir. La casquille. Pourquoi c'est tout petit? C'est pas ça. Le mur de fonctionnement, c'est un mur qui soutient la terre qui est au-dessus, qui est bâti sur une trace. Une bourricade. Ah, ça c'est pour les liens. Ouais. Là-bas, il y a le pressoir à raisin. Ah ouais? C'est ça. Mais sert à pétrir le pain. Égreneuse à maïs sert à détacher le grain de l'épi de maïs. Broyeur de raisin sert à écraser le raisin. Ah mais c'est ça le broyeur, alors ça c'est le... Ah oui, le pressoir sert à extraire le jus de raisin. Il y a plein de machines faites pour l'agriculture. Une faucheuse. Nous entrons désormais dans le château de Puymartin, qui est situé à 6 km de Sarlat. Au début de la guerre de 100 ans, le château de Puymartin est un axe stratégique du conflit entre la France et l'Angleterre. En 1356, le roi Jean le Bon est fait prisonnier des Anglais, ce qui déclenche une série de troubles en France. Des mercenaires anglais prennent d'assaut Puymartin le 8 janvier 1357. Le consul de Sarlat envoie ses représentants pour monnayer leur départ. Ils finissent par libérer le château, puis pour éviter toute nouvelle occupation du site, les créneaux, les remparts des murs et toitures du château sont ôtés, détruits et les planchers arrachés. Puymartin restera en ruine durant toute la guerre de 100 ans. Aujourd'hui demeurent les vestiges du château primitif, en partie détruits par les assauts répétés de la guerre de 100 ans. Les traces des multiples transformations architecturales et ajouts, les décors peints, uniques en Périgord, jusqu'au profond remaniement, chaque système défensif, chaque fenêtre à meneaux, chaque ajout est le témoin d'une histoire singulière, celle du château de Puymartin, en Périgord, qui s'inscrit dans une histoire plus globale, celle de l'histoire de France. En 1269, Puymartin est construit. En 1357, il y a la prise et la destruction du château par les mercenaires anglais. En 1450, c'est la reprise et la rénovation du château par Radulphe de Saint-Clar. Au XVIe siècle, Puymartin devient un bastion catholique en Périgord. Et à la fin du XIXe siècle, il y a une nouvelle restauration du château. Regarde là, de ce côté-là. Purée, là c'est joli, Maxime. Attention au soleil. Fais gaffe à la caméra au soleil. Ça passe, voilà. Ça le chauffe sinon. T'as vu la petite cloche là-haut? C'est joli, hein? Je crois qu'il a pas fait la guerre, lui. Si, Comment tu le sais? parce qu'il était en pleine guerre en pleine guerre entre la France et l'Angleterre. Tout à l'heure, quand je te l'avais posé, tu avais dit je sais pas, et maintenant tu dis oui. Parce que j'ai lu.
uniquement en allumettes, 1900 heures de travail, 90 tubes de colle, oh putain, 5200. et un socle, le socle 5200 allumettes. On dit bon, que le socle. Hein. C'est magnifique, hein? Le soir, on va le faire. Hein? Le toit, En allumettes. mais ça avec le tricot. Oui, il a atteint les allumettes. Ça a pris au moins un an. pour ça. Non, attends, combien? C'est 1200 allumettes pour le socle. 1900 heures de travail, ouais, ça Le fait... socle, c'est juste ça. Ouais. 1500. Et du coup, il ne faut pas le casser. Ah bah non, il est magnifique. Mais bon, Elle est belle la petite chapelle, hein. T'as vu, il y a même le chemin de croix. Tu vois. Si on met le feu, il est tout. Ah bah là, si on met le feu, bonjour les dégâts, bon, quoi. c'est foutu. C'est mort. Ah, pati. Arrête, Gabi. La porte, elle est belle. Regarde avec les armoiries. Ça a été refait. Hein. Oui. Pourquoi ça sent le. La cheminée. Ah, si, là-dessous. Voilà, hop. Ça sent chez. Ça sent la maison de tes parents. Oui, c'est dans la maison de mes parents. Ça sent bon, hein? Oui, T'aimes pas, Max? Ouais. Tu vois, on regarde les armoiries encore, tu vois. Alors ça, tu connais ça? Ah, tu connais, si tu sais pas le nom de ça, alors là, je comprends plus, hein. La croix de La croix de Jésus. de Lorraine. Ah ouais. Eh ouais, la croix de Lorraine. Tu connais ça. C'est beaucoup plus lourd que ça. Alors c'est qui celui-là? C'est Auguste Ravet. Auguste Ravet, de son nom complet Auguste Joseph Ravet, était un peintre français du 19e siècle, né le 24 août 1812 à Anzin, en France, et décédé le 10 novembre 1885 à Paris. Il était principalement connu pour ses œuvres dans le domaine de la peinture, d'histoire et de la peinture de genre. Ravet a étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris et a exposé régulièrement au Salon de Paris où ses œuvres ont été bien reçues. Ses peintures sont souvent caractérisées par des sujets historiques et des scènes de genre, représentant des scènes de la vie quotidienne. Auguste Ravet a également été professeur à l'école des Beaux-Arts de Paris. Ses œuvres sont aujourd'hui présentes dans plusieurs collections de musées en France. Ah, c'est joli. Ça, c'est pour les cimetières. Ah, c'est... T'as vu, il y a... Là, c'était le tige. C'était pas mieux, c'était entier. Ouais. Toi, t'aimes vraiment celui. Ça me fait belle, hein.
Gabi, c'est pas un jouet. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Là, il y a un ange. Les autres sont effacés, mais là, il y a un ange. Ah, ok, il y a un piano. Tu vois, il y a encore un piano. Piano droit, ça. Ce qu'on appelle les pianos droits. De quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les pianos droits. Eh oh, tu attends ici. Non. Ça, c'est la vaisselle à la pompe. Là, on va faire des choses. Oh, regarde. Le salon, il est magnifique. La véranda. Il fallait descendre de lustre, allumer toutes les bougies et le remonter. Mais ça, je le faisais avec une corde. Bah oui, il y a une corde. Hein? Regarde, oui, ça c'est joli, mais il regarde pas, lui. C'est des jouets. On redescend, je me ramène en bas, on va faire ça. C'est là qu'il est boudé. Lys royale. Regarde les lys. Non, c'est pas là-bas le coin. Pourquoi tu regardes le coin? C'est idiot. Non, mais regarde ça. Tu vois, la marque des rois. Génial. Regarde, il y a le renard, les nez à sanglier, t'as le temps.
Le monde des dames blanches. Ah, il y a des loups. C'est une salle d'organes, ça. Tu vois les papillons là? Regarde. Ça c'est des morphos. C'est ce qu'on trouve dans le bien. Les morphos. Ça c'est ça pour après. Prison pour Thérèse Saint-Clar. Et elle a été emprisonnée ici car elle a été par le fil de l'épée. Et ensuite, il a emprisonné son épouse dans cette pièce. Actuellement, nous nous trouvons dans la salle de la Dame Blanche. Je pense faire une vidéo sur cette histoire en analysant cette légende plus profondément bientôt, mais pour l'instant, je vais juste vous donner un court résumé de son origine. La Dame Blanche est souvent décrite comme l'esprit d'une femme décédée qui revient hanter un lieu spécifique. Elle porte une robe blanche ou une robe de mariée et est généralement associée à des endroits hantés, des châteaux, des routes ou des cimetières. Voici une version de cette légende. Dans un château ou un manoir ancien, une jeune mariée vivait heureuse avec son mari. Malheureusement, son bonheur fut de courte durée, car elle décéda tragiquement peu de temps après son mariage. Elle aurait été empoisonnée, assassinée ou aurait perdu la vie, dans des circonstances tragiques. Sa mort prématurée laissa son âme piégée entre le monde des vivants et des morts. Depuis lors, des personnes prétendent avoir vu son esprit errant, vêtu de sa robe de mariée blanche. Elle apparaît souvent la nuit, errant dans les couloirs du château ou sur la route adjacente. Les témoins disent qu'elle est généralement silencieuse et mélancolique, cherchant peut-être à attirer l'attention sur son histoire tragique. La légende de la Dame Blanche est souvent utilisée pour créer une atmosphère de mystère et de surnaturel dans les récits, les contes populaires et même les films d'horreur. Elle varie en détail selon les régions et les cultures, mais l'élément central est généralement le même. Une femme décédée, vêtue de blanc, hante un lieu en raison d'une tragédie. C'est au grenier qu'ils étendaient les linges. Jusqu'à tout là-haut. C'est grand. C'est trop grand. Merci encore à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se dit à la prochaine.